Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre exploration s'attaque à une note textuelle extrêmement brève, Ouais, vraiment très courte, mais d'une densité psychologique assez rare, en fait. c'est clair. Il s'agit d'un extrait tiré du chapitre 3 du célèbre ouvrage de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Un grand classique. Complètement. Et les sources qu'on a aujourd'hui se résument à une sorte de promesse monumentale sur la persuasion humaine et à la méthode radicale pour y parvenir. C'est un texte qui va droit au but. Exactement. Et la mission de ce décryptage, c'est de comprendre comment la simple façon de formuler une proposition peut transformer une résistance naturelle en un enthousiasme partagé. L'objectif, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est d'extraire de cette note une vraie clé de communication, applicable au quotidien. Bon, décortiquons un peu tout ça. Je suis prêt? Le texte commence par une affirmation qui donne un peu le vertige. Pour justifier sa méthode, la source indique, je cite, celui qui est capable de faire cela a le monde avec lui. L'absolutisme de cette déclaration saute immédiatement aux yeux, tu vois? Ouais, c'est pas une petite promesse. Bah non. L'auteur ne parle pas de remporter une petite négociation commerciale ou de convaincre un ami de choisir le bon restaurant pour ce soir. Ce serait déjà pas mal, mais oui. L'expression « a le monde avec lui », ça implique carrément une loi universelle de l'influence. En fait, le texte isole une compétence singulière et postule qu'elle touche à un rouage fondamental de notre psychologie. Donc une règle qui s'appliquerait à tout le monde. Tout à fait. C'est une promesse qui s'appuie sur l'idée que, malgré nos différences culturelles ou individuelles, on opère tous sur le même système d'exploitation cognitive de base. Honnêtement, formulé comme ça, moi, ça me fait penser à la découverte d'un code de triche dans un jeu vidéo. Ah ouais, genre un cheat code? C'est ça. Une manipulation secrète qui débloquerait automatiquement toutes les alliances et qui forcerait chaque personnage à se rallier à ta cause. L'image est bonne. Mais du coup, cette idée d'avoir le monde entier avec soi, ça semble quand même frôler l'exagération utopique, non? Est-ce qu'on peut vraiment affirmer qu'une simple astuce de communication puisse effacer toute friction humaine? Je comprends le doute. La métaphore du code de triche illustre bien la mécanique, mais il faut quand même s'éloigner de l'idée de magie, quoi. C'est pas de l'hypnose. Exactement. Le texte ne suggère pas un contrôle mental. Il met plutôt en lumière une réalité systémique. En fait, la résistance qu'on rencontre chez les autres, c'est rarement une fatalité liée à leur caractère. C'est pas juste parce qu'ils sont têtus. Bah non. C'est le plus souvent le symptôme direct d'une erreur dans notre propre approche initiale. Donc, avoir le monde avec soi dans ce contexte précis, ça signifie simplement cesser de nager à contre-courant de la nature humaine. D'accord, je vois. Et pour comprendre pourquoi cette promesse n'est pas une exagération, il faut vraiment examiner la mécanique exacte qui est exigée par la source. Une mécanique qui, paradoxalement, demande de renoncer à ce qui nous semble le plus naturel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour obtenir ce résultat universel, la méthode centrale énoncée par Carnegie va totalement à l'encontre de nos instincts les plus primaires. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le texte dit ceci, je cite encore, en parlant de ce qu'ils veulent et non de ce que vous voulez, La difficulté psychologique de cette petite directive est colossale. pourquoi c'est si dur au fond? Parce que l'être humain est programmé, par pure nécessité évolutive, pour être égocentrique. Notre cerveau passe son temps à scanner l'environnement à travers le prisme de notre propre survie, nos propres besoins, nos angoisses. On est le centre de notre propre monde. Complètement. Donc, quand on prend la parole pour formuler une demande, l'impulsion biologique première, c'est d'exprimer cette urgence interne, le fameux « j'ai besoin de ». Ouais, Le texte exige donc une suppression volontaire et totale de l'ego dans la formulation du discours. Il demande de faire taire ce monologue interne pour se concentrer exclusivement sur l'interlocuteur. c'est le principe classique de la pêche, en fait, mais transposé à la communication. C'est-à-dire? Une personne qui adore les fraises, elle va pas accrocher une fraise au bout de son hameçon sous prétexte que c'est son aliment préféré. Ah oui, c'est sûr. Le poisson s'en moque éperdument des fraises, tu vois. Le poisson, il veut un ver de terre. C'est très juste. Et donc, pour attraper le poisson, le pêcheur doit ignorer ses propres goûts culinaires et offrir ce que la cible désire. Or, dans presque toutes nos interactions, on passe notre temps à jeter nos propres fraises à la figure des gens. Et on se frustre quand ils ne mordent pas à nos propositions. Exactement. Cette image illustre parfaitement l'aveuglement cognitif qui est généré par nos propres objectifs. On présume que l'urgence de notre besoin va suffire à motiver l'autre. Parce que c'est urgent pour nous, donc ça devrait l'être pour eux. Voilà. Pourtant, dire simplement de parler de ce que l'autre veut, ça requiert une vraie gymnastique intellectuelle. C'est complexe. Ça demande un effort conscient. Oui, ça nécessite une véritable décentration cognitive. Il faut, d'une certaine manière, cartographier l'esprit de l'autre avant même d'ouvrir la bouche.
Alors, abordons justement l'application concrète de cette théorie. Parce que c'est bien beau sur le papier, mais comment un individu, avec ses propres impératifs, peut-il réussir à faire taire cette urgence interne? Il faut changer de référentiel. Prenons un scénario classique. Un manager a absolument besoin qu'un collaborateur lui remette un dossier crucial pour le lendemain matin. Typique. L'urgence interne du manager crie: «Mon poste est en jeu, j'ai besoin de ce rapport». S'il applique le principe de jeter sa propre fraise, il dira: «Il me faut ce dossier pour demain matin à la première heure, c'est impératif pour ma réunion». Le grand classique de la pression hiérarchique. Et le résultat? Le collaborateur se sent sous pression, il résiste, ou alors il s'exécute mais vraiment à contre-cœur. Alors comment on traduit cette urgence en appliquant strictement la méthode du texte à l'image? Enfin, comme je disais, la traduction exige de changer de référentiel. Le manager doit identifier ce que veut le collaborateur dans ce contexte bien précis. D'accord. Est-ce qu'il veut de la tranquillité? Est-ce qu'il veut être valorisé? Ou peut-être qu'il veut des ressources supplémentaires pour son propre département? Il faut trouver son ver de terre. C'est ça. Si le manager sait que ce collaborateur espère par exemple obtenir plus d'autonomie sur ses prochains projets, la formulation va changer du tout au tout. Qu'est-ce qu'il lui dirait du coup? Au lieu d'exprimer son propre besoin, le manager dira un truc du genre La réunion de demain matin est l'occasion parfaite de démontrer à la direction que ton département peut gérer ce type de projet en totale autonomie. Si cette analyse est sur la table à 9 heures, ça verrouille ton argumentaire pour obtenir plus de liberté d'action. » Ah ouais, la différence est frappante. L'objectif final reste exactement le même en fait. Le manager obtient son dossier sur son bureau à 9 heures, Exactement. mais le véhicule a changé. On garde la destination intacte, mais on utilise la boussole de l'autre personne pour y arriver. Et on retire totalement le «je veux» de l'équation verbale. Le besoin initial du manager devient carrément invisible dans le discours. Il n'a pas disparu de la réalité, attention, mais il n'est plus l'argument brandt. C'est brillant. Et c'est cette absence d'imposition d'une volonté externe qui fait disparaître la friction naturelle de la relation. L'interlocuteur n'entend plus une exigence, il entend une opportunité d'atteindre son propre but. Ce qui nous amène à l'objectif final décrit dans la source, parce que le texte ne recommande pas seulement de parler des envies de l'autre pour créer une atmosphère sympathique. Non, le but est très précis. Il définit un résultat psychologique fort, je cite: «Susciter chez les autres un désir ardent de faire ce que vous proposez». Le choix du vocabulaire est capital ici. Le terme désir ardent, ça marque une différence fondamentale avec la simple persuasion. C'est beaucoup plus intense. Oui, un désir ardent s'oppose à la conformité, à la simple obéissance ou à la résignation. Quand on utilise l'autorité ou la contrainte pour obtenir quelque chose, on génère au mieux une exécution mécanique de la tâche. La personne fait le strict minimum. Voilà, elle agit parce qu'elle y est obligée, ce qui nécessite une supervision constante de la part du manager, et en plus, ça épuise le capital relationnel. Alors que le désir ardent, Susciter un désir ardent, ça signifie déclencher une motivation intrinsèque. L'action demandée n'est plus perçue comme une corvée imposée par une force extérieure, elle devient une urgence vitale générée de l'intérieur. en gros, la personne se met à courir vers l'objectif de son plein gré parce qu'elle est convaincue que c'est sa course. C'est exactement ça. Le point de bascule, il est là. L'influence efficace, selon cette analyse, elle réside dans la capacité à créer une intersection parfaite entre la proposition initiale et le système de valeurs de l'interlocuteur. Donc l'idée qu'on propose devient son idée à lui. L'idée devient le moyen le plus direct, le plus logique et le plus désirable pour l'autre d'assouvir sa propre ambition. Du coup, la résistance s'évapore, parce que lutter contre l'idée, ça reviendrait, pour la personne, à lutter contre ses propres intérêts. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que si l'on résume la mécanique, on analyse les désirs profonds d'une personne, on masque nos propres intentions verbalement, et on emballe notre demande dans un discours qui suscite chez elle un désir puissant de faire exactement ce que nous, on avait prévu au départ. C'est le résumé de la méthode, oui. Mais du coup, la question se pose inévitablement concernant la pérennité de ce système. Est-ce qu'il n'y a pas un risque majeur que cette mécanique, si on l'applique comme une simple tactique, ne s'apparente à une forme très sophistiquée de manipulation? C'est la critique la plus fréquente, c'est vrai. Un système où l'on utilise les ambitions d'autrui comme de simples leviers pour nos propres fins, ça finit forcément par s'enrayer, non? Et tu as raison de soulever ce point. Le dysfonctionnement survient précisément lorsque la méthode est appliquée de manière superficielle ou asymétrique. La mécanique décrite par Carnegie est un amplificateur puissant, mais elle requiert un véritable alignement fonctionnel des intérêts pour être durable. C'est-à-dire? Si une proposition est formulée sous l'angle du désir de l'autre, mais que l'action accomplie ne lui apporte finalement aucun bénéfice réel, tout en servant exclusivement le demandeur,
le système s'effondre. Ah, d'accord. Le désir ardent qui a été suscité lors de la conversation va très vite se transformer en une frustration amère lors de la réalisation. C'est le retour de bâton, en fait. C'est quand le ver de terre s'avère être en plastique. L'image est cruelle, mais elle est très exacte. Pour que ce principe garantisse vraiment d'avoir le monde avec soi sur le long terme, il ne suffit pas d'un simple habillage verbal. Il faut du concret. Il faut effectuer un vrai travail d'ajustement de la proposition en elle-même. Si on reprend notre exemple de tout à l'heure, si le manager promet que le dossier servira à prouver l'autonomie du collaborateur, il doit s'assurer que ce sera effectivement le cas lors de la réunion avec la direction. Il doit tenir sa promesse, implicite ou explicite. Exactement. La suppression de l'ego, c'est pas juste un effet de style de communication, c'est l'obligation de construire des solutions qui bénéficient concrètement aux deux parties. C'est la recherche complexe d'une intersection réelle. Ce que ce texte exige, au-delà de la technique pure, c'est donc une discipline d'analyse rigoureuse avant chaque interaction importante. Une vraie préparation, oui. C'est l'effort monumental d'arrêter de contempler son propre nombril et ses propres urgences pour modéliser le monde du point de vue de l'interlocuteur. C'est un changement de paradigme opérationnel, en fait. Regarde autour de toi. La plupart des réunions, des négociations ou des conflits stagnent parce que chaque partie s'évertue à expliquer, avec de plus en plus de volume, pourquoi sa propre position est légitime. On crie juste plus fort que l'autre. Voilà. Et le texte démontre l'inefficacité totale de cette approche. Exposer la justesse de son propre désir ne motive jamais l'autre. Seul le désir de l'autre motive l'autre. C'est la seule vérité qui compte ici. Eh bien, pour synthétiser ce que cette source extrêmement condensée nous révèle aujourd'hui, si l'objectif est d'éliminer la friction inhérente aux rapports humains et d'obtenir un soutien massif, la solution réside dans un renversement complet de notre manière de formuler nos attentes. Un renversement total. Le secret, ça consiste à extraire toute trace de nos propres envies du discours. Il faut remplacer l'instinct naturel de parler de nos urgences par l'analyse méticuleuse et la mise en avant des désirs profonds de l'interlocuteur. C'est la clé. En reliant notre proposition à leur propre quête, on ne force plus le mouvement, on suscite cette fameuse motivation interne irrépressible. Et je dirais que la portée de ce concept s'étend bien au-delà de la théorie. Ça offre une grille de lecture, un outil d'une redoutable efficacité pour quiconque évolue dans un monde saturé de conflits d'intérêts. C'est-à-dire un peu tout le monde aujourd'hui. Voilà. Que ce soit pour piloter un projet d'envergure, pour aligner les objectifs d'une équipe fragmentée, ou même juste pour désamorcer une tension dans un cadre privé. Ça marche aussi à la maison. Bien sûr, cette simple règle du renversement opère comme un solvant sur la résistance humaine. C'est une méthode qui pacifie les échanges tout en maximisant les résultats. Une boussole particulièrement précieuse. Cependant, en poussant la logique de cette source à son paroxysme, il y a une réflexion paradoxale qui émerge. Ah, laquelle? Un casse-tête philosophique assez fascinant à laisser mûrir pour ceux qui nous écoutent. Vas-y, je suis curieux. Imaginons une réalité où absolument chaque individu sur Terre déciderait, dès la seconde prochaine, d'appliquer ce principe à la lettre de manière intransigeante. Le monde entier applique le renversement de Carnegie. C'est ça, deux personnes se rencontrent et chacune refuse catégoriquement d'exprimer ou même d'évoquer ce qu'elle veut. Tout ça dans le but exclusif de ne parler que de ce que l'autre veut. Exactement. Du coup, comment la moindre interaction pourrait-elle s'amorcer ? Oula, c'est une configuration vertigineuse. Si personne ne prend le risque d'initier une proposition par peur d'imposer son ego, Parce qu'on attend que l'autre exprime son désir en premier, la communication entrerait dans une boucle infinie de déférence, une sorte de paralysie totale de l'empathie, où le désir de s'effacer devant l'autre empêcherait toute prise de décision. le silence absolu, la perfection de la communication qui mènerait à l'immobilité la plus totale. C'est le paradoxe ultime du système. Une impasse fascinante qui rappelle qu'au bout du compte, même la méthode la plus altruiste nécessite une étincelle initiale pour s'enflammer. De quoi nourrir la réflexion lors de la prochaine tentative pour rallier quelqu'un à une idée. Merci pour cette analyse passionnante.